What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk them. Wear it. Bienvenue au Diamant Bleu. Aujourd'hui, j'ai comme pour inviter la belle Anne-Lovely Etienne. Allô, alors, Mathia. écoutez cette émission. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Un peu de tout et de rien. Alors, je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui à mon émission et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée. C'est tellement fou, Anne-Lovely devant moi. Arrête! I think... en fait, quand on m'a contactée pour ton podcast... tu sais, je suis tellement toujours prise par 20 millions de trucs à faire, mais après ça, tu sais, avoir écouté l'histoire de ton fils, en tout cas, on en reviendra, mais de savoir ce que tu fais pour la communauté et surtout de parler de santé mentale, tu sais, pour moi, c'était la moindre des choses de venir aujourd'hui. Oh, merci, Anne-Lovely. Je voulais savoir, Anne-Lovely Etienne, c'est ton nom au complet. Oui, mes parents étaient bien motivés. Quand même. Et tu es d'origine haïtienne. Oui. Et puis, est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui, je suis la plus vieille d'une famille de 3. Wow. Donc, j'ai une petite sœur et un petit frère. Est-ce qu'ils sont autant comme toi? Est-ce que vous Oh my God! On est très différents. Ma petite sœur, on a seulement 1 an et demi de différence. Ma petite sœur est une artiste. Oh oui? Ouais, je vous invite à aller la voir. Mars and Me sur Instagram. Elle est vraiment une graphiste talentueuse. On a 2 personnalités complètement différentes, divergentes, je dirais même. Moi, j'ai toujours été celle qui était outgoing, qui était volubile. Wow. Ma sœur était beaucoup plus tranquille, plus introvertie. Moi, j'étais l'extravertie. Je dirais que mon frère me ressemble plus. Ton frère? OK. Ouais, mon frère me ressemble plus en termes de personnalité, mais mon frère n'aime... J'allais dire mon frère n'aime pas les humains, mais c'est pas vrai. C'est qu'il a un cercle beaucoup plus fermé que le mien. OK. Mais mon frère, je le dis avec beaucoup de franchise et de transparence. Mon frère est l'homme le plus drôle qui m'ait jamais eu à rencontrer. Même si c'est mon frère, il est drôle, il me fait rire. J'ai toujours dit à Jeff, t'as manqué ta vocation, t'aurais dû être humoriste. Il est vraiment drôle. Mais c'est pas quelqu'un qui est comme moi, dans le sens qui aime les gens, qui aime ça, être social butterfly. Mon frère est pas comme ça. OK. Donc, on est tous très, très différents. C'est quand même bien. Ouais. Et puis, tes parents, est-ce qu'ils sont encore ensemble? Non, ben écoute, mes parents se sont toujours beaucoup, beaucoup aimés. Tu sais, mes parents ont divorcé, j'avais peut-être 4 ou 5 ans dans ces eaux-là.
Et mon père a refait sa vie aux États-Unis. Donc, c'était pas un homme qui était hyper présent dans ma vie. J'allais passer les étés, mais je le voyais plus comme, oui, c'est la figure paternelle, mais comme il n'était pas là de day-to-day, mon père, je voyais que ses bons côtés. Tu comprends ce que je veux dire? Comme quand tu vois pas quelqu'un tous les jours, tout le temps, je voyais le fait qu'il avait de l'argent, je voyais le fait qu'il m'amenait chez McDo, que j'allais au States, chill, mais c'était jamais vraiment le rôle de père que j'aurais peut-être voulu avoir. Tu comprends? Oui. Puis ça a occasionné des conséquences dans ma vie adulte, là, amoureuse, surtout amoureuse. Mais sinon, mes parents avaient toujours une très, très, très belle relation. Et mon père est décédé, lui, il y a 2 ans. Puis je me souviens que ma mère avait fait le voyage avec moi pour aller le voir, alors qu'il était très malade dans son lit d'hôpital. Ça, c'est des souvenirs que je chéris de mes parents. C'est la dernière fois que j'ai vu mes parents ensemble, tu sais. Wow, OK. Ouais. Alors, tu vois, tes souvenirs sont encore là. Oui, exactement. Alors, ma mère, ça a été un père et une mère en même temps. Fait que je comprenais beaucoup qu'est-ce que ton fils disait par rapport à toi. Oui. Donc, c'était celle qui me disait « Go, t'es capable de tout faire comme un père », mais c'était aussi la mère cajolante qui était là, qui dans mes peines et dans mes joies. Oui. Mais c'était la mère sévère aussi pour me dire « Fais pas de conneries, sinon je te tue », comme toute bonne mère haïtienne. Donc voilà, ça a été quand même une enfance joyeuse malgré tout, là. Ouais. Ah, c'est très beau. Moi, mon fils me traite Madia en passant. Il dit toujours, tous mes 2 garçons, ils me disent toujours, maman, t'es vraiment Madia. J'ai dit, oh, ben, c'est bon. Au moins, vous savez, sur le côté paternel, c'est Madia. That's it. Madia, I love it. J'adore ce terme, j'adore ça. C'est comme ça qu'ils m'appellent à la maison, Madia. Ah, j'adore ça. C'est comme ça qu'on me traite. Mais je voulais savoir avec toi, ta santé mentale pendant la pandémie, puis je sais que t'es journaliste, puis comment tu trouves le courage d'écrire, puis tu sais, t'entends différentes histoires de différentes personnes. Est-ce que des fois, ça peut t'affecter avec ta santé mentale personnellement? Oui. Tu sais, pendant 2020, moi, j'ai arrêté de travailler pour, je dirais, à peu près 3 mois. OK. Parce qu'il faut savoir qu'avant la pandémie, moi, j'étais une journaliste attitrée pour les auditeurs qui nous écoutent. J'étais attitrée à tout ce qui était tapis rouge, à événements mondains, ouverture de restaurants. J'étais la journaliste jet set attitrée au Journal de Montréal. OK. Alors, quand la pandémie est tombée, ben Anne Levy était inutile. Il n'y en avait plus d'événements. Ah. Alors, je me suis retrouvée du jour au lendemain, plus de travail. Ouf. Et moi, j'étais quelqu'un qui faisait des 50 heures à 60 heures par semaine. J'étais une vraie workaholic. Et la pandémie m'a... Bousculé. Ouais, ça m'a vraiment bousculé. Ça m'a fait réfléchir à ce que je voulais vraiment apporter dans le monde. Est-ce que c'était constamment aller interviewer nos vedettes locales ou les vedettes internationales? Est-ce que c'était constamment... tu sais, de poser des questions, mais qui n'étaient pas... Tu sais, j'allais pas au bout de mes pensées parce qu'il faut savoir que au journal, tu t'écris quoi, 3-4 lignes, l'espace est tellement minime pour tout ce que l'entrevue contient quand t'es avec quelqu'un face à face. Puis ça faisait longtemps que j'avais ce désir-là d'aller fouiller, d'aller aborder des sujets plus profonds, plus humains. Moi, je suis quelqu'un de très humaine. Moi, les histoires humaines, c'est ce qui m'intéresse le plus. Moi aussi. Puis dans tout ça, ben ma santé mentale s'est vraiment bien portée parce que j'avais enfin le temps pour moi de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire, qu'est-ce que je voulais vraiment apporter à ma communauté. Puis comme tu sais, l'année 2020, ça a été je l'appelle un peu l'année reset, parce que c'est l'année où je me suis dit, en fait, il y a eu un éveil spirituel. Fait que de ce côté-là, un éveil mental à ce que je voulais vraiment dire dans le monde. OK. Mais avec tout ce qui se passait autour de George Floyd, du Black Lives Matter, de la place des femmes aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont subi de la violence conjugale durant la pandémie. Puis moi, je suis une féministe ardue et très, très confirmée.
Et je me suis dit, c'est tellement difficile de porter ça sur son dos parce que je voulais tellement expliquer à mes lecteurs, à mes abonnés qui me suivent sur les réseaux sociaux, à tout le monde, écoutez, on doit collectivement faire quelque chose ensemble pour mieux avancer dans cette société-là. Puis je me suis rendu compte que toute seule, je peux pas vraiment faire ça. Non. Et je trouve ça a été super difficile pour ma santé mentale parce que je me suis rendu compte que, bon, il y a des amis à moi que ça leur touche pas, le Black Lives Matter. Moi, j'ai grandi avec beaucoup de Blancs, faut le dire. Tu sais, il y a plein de mes amis qui m'ont même pas posé la question. Toi, comment tu te sens, Anne-Lovely? Ça aussi, c'est un reset dans ma tête à me dire, OK, c'est pas tout le monde pour qui ça touche, mais il faut que je les sensibilise quand même. Fait que de faire ce travail-là, mais pourtant, c'est à eux de faire ce travail-là, pourquoi ce serait à moi de le faire? Ouais, Fait que tout ça là-dedans, que j'étais comme 2020, it's kind of tough. Moi, je suis en relation avec un Italien aussi, un homme blanc. Comment lui se percevait là-dedans? Est-ce qu'il m'épaulait? Est-ce que, tu sais, tout ça... Ça a vraiment affecté. Oui, ça avait... En fait, ça m'a occasionné beaucoup de crises d'angoisse par la suite. Mais tu sais, tranquillement, pas vite, je me suis dit, OK, ben Anne-Lovely prend un jour à la fois. Comme moi, je fais. Oui, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Un jour à la fois, puis du mieux que tu le peux, essaie d'être toujours positive. Puis quand on est toujours positif, puis si tu l'as dit aussi, quand on est positif dans la vie, je trouve que ça nous revient d'une certaine manière. C'est pas facile, mais... C'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a été inculqué par ma maman, qui, malgré les bas profonds de sa vie, a toujours trouvé une certaine lumière, même dans les épreuves très difficiles de sa vie. Alors, je vivais tout ça dans le mouvement, dans le monde. Je me disais, OK, j'essaie d'apporter de la lumière, d'apporter des histoires heureuses, d'apporter des gens inspirants autour de moi, d'essayer d'expliquer aux gens que j'aime, bon, voilà ce qui se passe. Puis aussi de me retirer quand c'est le temps, de me reposer quand c'est le temps. Fait que 2020, ça a été vraiment ça. Puis après ça, ben tranquillement, pas vite, j'ai eu des opportunités qui me sont offertes comme chroniqueuse d'opinion. J'aurais jamais pensé pouvoir écrire mon opinion dans un journal. Tu sais, il y a 2 ans, si tu me disais, ben Anne-Lovely, tu vas avoir ta plateforme où tu vas écrire ton opinion sur un enjeu social, je pense pas que je t'aurais vraiment cru. Tu sais, parce que moi, j'étais tellement jet set, tellement tapis rouge, tellement entrevue, tellement... Alors là, maintenant, de m'asseoir et de réfléchir au monde, c'est la chose que j'aime le plus. Ah ouais. Wow. Alors ça me fait du bien parce que c'est une thérapie, l'écriture. Beaucoup. C'est beaucoup de thérapie. Beaucoup de thérapie. Quand vous vous sentez pas bien, là, commencez un journal. Dites tout ce que vous avez sur le cœur à votre journal. Il n'y a personne qui vous juge dans vos pages. C'est absolument vrai et ça aide beaucoup spirituellement et ça aide beaucoup mentalement. C'est un vrai conseil que je donne. Je dis à mes enfants, je dis à mes amis aussi, je dis tout le monde, écris comment tu te sens. Ah ouais. C'est tellement important parce que en écrivant, tu vas savoir, tu vas réfléchir à qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma journée, comment je peux improver, tu sais, changer ou bien améliorer ce que j'aimerais faire plus tard dans la vie. Moi, ça a été... l'écriture, ma plume est mon arme, mais j'aime bien dire que c'est mon arme de guérison. J'aime bien dire que l'écriture peut porter à des espaces où jamais tu penserais aller. C'est vrai. Donc oui, pour ma santé mentale, j'ai besoin d'écrire. Et puis ta santé mentale, est-ce que tu as du monde alentour de toi qui trouve ça tough d'avoir un problème de santé mentale? Comme moi, tu sais, je peux dire que des fois, comme l'autre jour, j'ai fait un podcast, puis je m'attendais super bien, puis le lendemain, je me suis réveillée, puis ma journée allait pas bien. Tu sais, je commençais à pleurer, j'allais pas trop bien, j'ai eu des mauvaises nouvelles. Alors, il y a des journées que je suis plus active, où est-ce que je suis souriante, et il y a d'autres journées que je peux pleurer sans savoir que... Pourquoi? Juste parce que j'ai mal, ou bien, tu sais, je peux pas dire à mes amis, oh, je me sens pas bien aujourd'hui, mais ça me tente de sortir avec eux autres, c'est juste que je me sens pas bien.
Alors, c'est comme ma santé mentale, il y a des hauts et des bas. Et toi, par rapport avec ton entourage, est-ce qu'il y a du monde qui sont capables de verbaliser que, tu sais, on s'entend que dans notre communauté, il y en a pas beaucoup qui aiment ça le dire, qui ont des problèmes de santé mentale. Ils pensent que c'est parce qu'ils sont fous ou sont folles, mais c'est pas vrai. Tu as droit de te sentir vulnérable de temps en temps. Tu as droit de pleurer de temps en temps, mais il y en a qui pensent que c'est pas correct. Je dois dire que j'ai été entourée de femmes extrêmement fortes qui n'ont jamais montré leur vulnérabilité. Et je vais commencer par l'exemple de ma mère où je crois que ma mère, elle a passé à travers un épisode de dépression, de burn-out, mais je pense que premièrement, elle n'a jamais été diagnostiquée par un professionnel de la santé. Puis... Mais si c'était pas ma mère, la personne que je voyais devant moi, alors clairement, moi qui avais mes connaissances à travers de ce que c'était la santé mentale, la sensibilisation de la santé mentale, je voyais bien que je pense qu'elle passait à travers un méchant quart d'heure, mais tout ça aussi, c'était lié à la maladie. C'est quelqu'un qui a survécu à un cancer. Après ça, bon, tu te retrouves dans la cinquantaine, tu essaies de te rénover, de revenir sur le marché du travail. Tu essaies de voir, bon, mes enfants sont grands, ils n'ont plus besoin de moi, alors je fais quoi? C'est vrai. Donc, je pense qu'elle devait se retrouver face à elle-même et de dire, OK, mais maintenant, Yolette, elle sert à quoi à la société? Qu'est-ce que je fais? Et d'avoir le courage de se faire claquer la porte souvent, d'avoir des noms et d'essayer de se trouver dans ce monde qui est souvent cruel, tu sais, C'est vrai. en tant que femme noire. Et oui, elle a eu un épisode parce qu'elle sortait presque jamais de la maison. Puis ma mère, c'est quelqu'un qui coquette, toujours souriant, toujours positive, qui se lève, ouais, qui se réveille et qui aspire toujours au bonheur. Quand je dis, mamie, on a un programme. Oh, il y a un programme! Elle est contente de participer à tous les événements auxquels je l'ai amenée. C'est quelqu'un de tellement lumineux et je voyais beaucoup cette lumière s'éteindre jour après jour. Et ça m'a vraiment... my God! Ça m'a déstabilisée parce que comme tu dis, la santé mentale au sein de la communauté noire, c'est pas un sujet dont on aborde très souvent. C'est un sujet tabou. C'est hyper tabou. Et ça, je l'ai vu avec ma mère. Sinon, il y a ma sœur aussi qui, comme moi, souffre d'anxiété générale. Moi, je pense que ça nous est venu dès notre enfance, c'est-à-dire qu'on nous a inculqué d'être les meilleurs quand on est noir, qu'on grandit dans un milieu de blanc. On nous dit toujours, quand on est noir, on doit faire 2 fois mieux que les autres. On nous dit toujours qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ça c'est... nos parents nous disent ça vraiment. Oui. On nous dit d'avoir les meilleures notes. On nous dit d'être toujours impeccable, d'être bien habillé, de bien coiffé. Il y a quelque chose de... Tu sais, il y a quelque chose de malsain, mais en même temps, c'est bien d'être comme ça aussi. C'est des belles valeurs que nos parents nous ont inculquées, mais quand je parle de malsain, c'est que l'enfance... imagine un enfant d'entendre ce genre de truc. Il y a une certaine pression qui vient à ne pas décevoir ses parents en aucun cas. C'est vrai. Tu vois? Oui, c'est vrai. Et ça, c'est que tu développes, moi, je suis certaine, une forme d'anxiété. Puis on parle d'anxiété de performance, surtout les jeunes maintenant. Là, c'est un terme que tous les parents utilisent aujourd'hui, mais c'est un phénomène que nous, parents, enfants d'immigrants, on vit au quotidien. Alors, ouais, j'ai développé de l'anxiété générale au point où je pouvais même plus sortir de chez moi. J'avais peur d'être dans les foules. Donc, c'est pour ça que moi, la santé mentale, c'est vraiment un sujet qui vient me chercher parce que Anne-Levy, c'est pas la fille qui a peur des gens, là. Anne-Levy, c'est une go-getter, c'est une fille très ambitieuse, c'est une fille qui adore parler. Moi, tu peux me laisser un micro pendant 4 heures. S'il faut que je parle, je vais parler. Je m'en fous, là. Ma mère m'a dit, t'as parlé en retard, mais quand t'as commencé à parler, t'arrêtais plus de parler. Alors, c'est pour te dire que au moment où j'ai fait mon premier burn-out, à l'âge de 22 ans, avec de cette anxiété qui venait,
où n'importe où, à n'importe quel moment, je pouvais avoir une grosse crise d'angoisse qui m'handicapait. Wow. À perdre 30 livres en 1 mois, à ne plus pouvoir aller à l'école, ne plus pouvoir aller travailler, de m'enfermer chez moi, ne plus pouvoir voir mes amis, à ne même plus pouvoir mettre de la musique dans ma voiture, à calculer les distances entre chez moi ou à l'école ou au métro pour être certaine que je peux pas être plus que 10 minutes proche de chez... À calculer tout ça, c'est tellement mental. C'est fou, hein? Comment que tu t'imagines, tu pensais jamais que t'allais... Jamais. Des problèmes. Jamais. Et ça, mes premières crises d'angoisse, je savais même pas c'était quoi. Je pensais que j'allais mourir. Je pensais que c'était des crises cardiaques. C'est quand ton cœur va trop vite et puis t'es pas capable de contrôler. Exactement. Je pouvais pas me contrôler. Je pensais qu'à un moment donné, que j'avais un virus parce que ça engendre beaucoup des nausées. Oui, c'est vrai. Je pensais que je courais un virus, mais je n'avais aucune idée de ce que j'avais. Jusqu'à ce qu'un jour, ma soeur me dise, peut-être que tu devrais aller voir un spécialiste. Puis là, je suis allée. Et elle aussi, elle souffre de la même chose. Donc, 2 femmes très, très importantes dans ma vie ont souffert d'épisodes. D'anxiété. Ouais, de santé mentale, dépression, X, Y, Z. Puis je trouve ça super, super important d'en parler. Ouais. Non, c'est pas facile pour te dire la vérité parce qu'on est là puis on essaie de rester fort. On essaie de montrer à une personne qu'on est toutes correctes. Parce que moi, avant, quand je regardais les réseaux sociaux, je pensais que tout le monde était comme « Ah, ils sont parfaits, tu sais. » Mais chaque personne vit des moments en dedans d'eux. Tout le monde. Personne ne le présente dans les réseaux sociaux. Mais il faut aussi montrer aussi des... Comme, tu sais, c'est pas tous les jours que la vie est rose. Parfaite. Il y a des journées qu'on peut tomber... Tu comprends? C'est correct. Moi, je le dis. Moi, je me gêne pas à le dire sur mes réseaux sociaux. Il y a des journées, que je trouve ça plus difficile que d'autres. Il y a des journées, je suis comme, Anne, je vais me concentrer, je vais faire une petite session de Reiki, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me reconcentrer, de me recentrer. Il y a des journées des semaines où je vais avoir des crises d'angoisse. Puis je suis comme, OK, je me sens vraiment pas bien. Puis, je perds un autre 5-6 livres parce que j'ai trop mal au cœur. Je suis pas capable de rien manger. Ça m'arrive encore aujourd'hui, mais au moins, je suis outillée. Ça, c'est la différence comparativement à mes premières crises d'angoisse. C'est vrai. Là, maintenant, je suis outillée. Si je vois que je me sens vraiment pas bien, OK, je vais aller voir un psychologue. Ça fait vraiment du bien d'avoir un professionnel de la santé. Il y en a qui savent pas ça. Dans notre communauté, le monde pense que c'est... Tu vas voir un psychologue, mais t'es folle ou quoi? T'es ci ou t'es ça? Puis moi, je dis toujours aux gens, non, faut pas avoir honte de prendre un psychologue puis de parler à un psychologue. Parce Absolument que c'est très important de parler et de verbaliser qu'est-ce qui va pas dans notre vie personnelle. Que ce soit une femme ou un homme, un jeune enfant ou pas, il faut parler. C'est ça que les jeunes personnes comprennent ça. Absolument. Tu sais, moi, j'ai connu un entrepreneur que j'aime beaucoup, Les Délices de Patrice, je sais pas si tu le connaissais. Oui, je le connaissais très bien. Mais Patrice, c'est quelqu'un que je croisais régulièrement dans les événements. C'est quelqu'un toujours de bonne humeur, toujours souriant, toujours prêt à aider, toujours à supporter les entreprises issues de la communauté noire. Toujours là, toujours là. Puis de savoir qu'il s'est enlevé la vie en plein cœur de la COVID parce que, bon, son entreprise, c'était beaucoup pour lui, c'était tôt pour lui. Et du fait qu'il n'a pas parlé. Parce qu'il pensait que le monde peut-être allait rire de lui. Peut-être. J'ai aucune idée. Je connaissais pas sa vie. Non, mais c'est juste parce que je me rappelle, 2 jours avant que Patrice se suicide, j'ai été le voir pour faire j'ai pris une commande. Puis il m'a dit qu'il allait pas bien. Puis là, moi, j'ai dit moi non plus. Puis là, il m'a dit, j'avais parlé de mes podcasts, de la santé mentale. Il a dit, tu vas faire des podcasts? J'ai dit oui, parce que, tu sais, je vis des moments difficiles, j'ai une dépression ici et ça. Et puis là, il me disait, mais comment tu vas faire? Le monde me demandait comment je vais faire. J'ai dit, mais moi, je sais pas. Mais c'est ça, c'est de s'outiller. C'est vrai. Tu sais, je pense que c'est la clé, au moins, de commencer à avoir une certaine lueur au bout du tunnel. C'est de voir, parce que moi, avant, je refusais de sortir de mon lit. Je restais tout le temps à l'hôpital. Je voulais rien savoir de parler à quelqu'un. Je voulais même pas dire à mon gars. Puis tu vois, j'ai perdu mon logement sans savoir. Mon gars, il était dans le logement avec les autres enfants. Tu comprends? Puis il savait pas quoi faire. Il était jeune. Il est allé voir ma mère qui
qu'il m'aimait pas trop, alors qu'il lui a dit de laisser l'école. Alors lui, il a laissé l'école, pensant qu'il fallait qu'il s'occupe de son petit frère, sa petite sœur. Et puis, ben, maman est à l'hôpital, elle n'a pas personne pour l'aider. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? So, lui, il savait pas. Il savait pas, il fallait qu'il paye le loyer. Alors, mon logement, je l'ai perdu. J'ai tout perdu. Tout était à terre. Il revient de l'école, tout était dehors. On avait perdu, on ne pouvait rien faire. Ça fait, je pense, 2 ans, 3 ans. Puis ça fait mal. Puis ça leur fait mal jusqu'à présent. Surtout ma fille de 14 ans, je pense qu'elle revient de temps en temps. Mais c'est juste pour te dire que des fois, on n'en parle pas. Maman, faut pas que tu le dises parce que je veux pas que les gens y rient de nous. Non, j'ai pas honte parce que j'étais malade. Puis on s'entend que je vivais des moments difficiles. Puis on a demandé de l'aide. Puis il y a personne qui voulait nous aider. C'est ça qui arrive. C'est tout. Alors, oui, je peux comprendre ce que ta mère, elle a vécu en tant que femme monoparentale puis qu'elle vit avec ses enfants. Parce que des fois, on veut pas montrer à nos enfants qu'on vit nos choses difficiles puis on veut montrer à nos enfants qu'on est tellement forte. Puis regarde, tu comprends? C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Puis je dirais à toutes ces femmes de ne pas avoir honte de demander de l'aide. Il faut... Puis c'est pour ça que j'ai parti mes podcasts pour le rapport avec la santé mentale, parce que des fois, on est trop orgueilleuse ou orgueilleux, puis qu'on veut pas dire... La fierté. La fierté qu'on a besoin d'aide, mais des fois, il faut en parler. Une fierté mal placée. C'est vrai. C'est vrai. Et alors, toi, en tant que journaliste, comment tu te sens? Quels sont tes passe-temps? Qu'est-ce que tu aimes faire à part d'être journaliste puis d'aider les gens dans la communauté? Oh my God, c'est une très, très bonne question parce que j'ai beaucoup de passion dans la vie. J'ai vu ta page. Ben, c'est sûr que je suis impliquée au sein de ma communauté. Tu sais, j'ai l'événement Lovely Day que je veux tenir de façon annuelle. J'aimerais vraiment qu'un jour Lovely Day devienne une fondation. Ah, comme moi. J'aimerais vraiment, comme toi, j'aimerais vraiment que le Lovely Day, ce soit un rendez-vous annuel où tous les gens se rassemblent, on fait la fête au profit d'organismes qui aident les communautés noires, pas seulement les communautés noires, tu sais, les communautés immigrantes, mais quand je parle de communautés noires, je parle pour les femmes noires qui immigrent ici, qui sont sans ressources. Il y a très, très peu d'organismes qui reçoivent de l'aide du gouvernement ou des entreprises privées pour ces organismes-là. J'aimerais que Lovely Day soit leur source première de financement, peut-être. J'aimerais être aussi une source de financement pour construire des logis pour ces femmes-là et leurs enfants. T'as la même vision que moi, avec le diamant bleu. C'est parfait! J'adore ça! Tu sais, qui sait, peut-être qu'on sera le Lovely Day et le diamant bleu sur la même bannière, who knows? Mais le Lovely Day, c'est... Puis moi, j'ai la chance d'être entourée de personnes importantes dans la communauté médiatique qui me connaît. J'ai la chance d'avoir une certaine notoriété qui me permet d'avancer, qui me permet de sensibiliser les gens. Je pense que ça, j'en suis extrêmement reconnaissante de mes 8 dernières années derrière la cravate comme journaliste. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, je pense que c'est vraiment ma famille. Je pense que ma passion, c'est ma famille, dans le sens où ma famille et mes amis. Je suis quelqu'un qui aime recevoir. J'aime être à la maison et recevoir. Je suis quelqu'un, tu sais, là, je vais être tante en janvier prochain. Mon frère va avoir son bébé et c'est une petite fille en plus. Donc, je vais être une tata gâteau, là, c'est sûr. et passer beaucoup de temps avec ma mère, ma soeur, mon frère. They're everything to me. Non, c'est vraiment important. J'ai besoin de ce noyau-là tu sais, des fois, moi, je suis comme, ouais, c'est ça, je fais ça, je fais ci, puis mon frère est comme, chill, girl, chill. J'ai besoin d'avoir ça qui me ressente, qui me met vraiment les 2 pieds bien ancrés. Mais moi, je trouve que c'est important. C'est super important d'avoir cette famille-là, de dire, OK, je suis encore la Anne-Levy qui faisait dodo dans le même lit que sa sœur, tu comprends? Qui est très approchable, qui se prend pas pour une autre, qui est très humble. C'est bien de voir ça. Parce qu'il y en a des personnes qui c'est très difficile d'approcher parce que, tu sais, ils se donnent une carapace et comment non, approche pas de moi. Non, ouais, mais je veux jamais que ce soit ça. Malgré que j'ai des agents, malgré que oui, j'ai un horaire hyper, hyper chargé.
Ouais. je veux toujours être très, très accessible C'est bien. à tout le monde. Non, c'est le fun d'entendre ça. Ouais, pour moi, c'est important. Même si je déménageais à Hollywood et que je devenais, écoute, une actrice, je dis n'importe quoi, là. Comme mais Oprah Winfrey, ouais, c'est ça. Vu. Mais je voudrais toujours être accessible to my people, puis to where I'm from, puis j'oublie jamais d'où je viens. C'est bien. Fait que ça, c'est ma deuxième passion, c'est ma famille et mon conjoint que j'adore. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 9 ans. Wow, félicitations! Oui, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. C'est sûr qu'on... Écoute, comme tous les couples, on a des hauts et des bas. C'est vrai. On a des hauts et des bas, mais je pense que c'est... En Jérémy, je trouve une sécurité, je trouve une quiétude. Tu sais, de pas m'inquiéter. Oui. Tu sais, d'avoir le cœur en paix. C'est De vrai. dormir les deux oreilles. Tu sais, je suis en paix. En lui, je trouve ça... je trouve qu'il est un homme extraordinaire qui m'appuie dans tous mes projets, puis c'est tellement rare. Je trouve que d'avoir quelqu'un qui partage ta vie, qui porte plusieurs chapeaux, mais qui porte aussi le chapeau de partenaire, qui veut avancer avec toi dans la vie. Oui, oui, oui. Ah, c'est très bien. Ouais. Et mon rôle de belle-mère me prend aussi beaucoup. OK, il a des enfants. Ouais, il a un fils. Donc, il y a ça aussi. Donc, il y a ce noyau de famille qui prend beaucoup de mon temps, qui j'appelle ça vraiment une passion. Ils sont vraiment ma passion. Sinon, la gastronomie. OK. J'adore la gastronomie. I'm such a foodie. Moi, mes amis, ils savent, quand tu viens chez moi manger, tu m'amènes jamais une bouteille de vin Gallo. Je vais te tuer. Non? Je suis vraiment une foodie dans la vie. Ça, c'est ma troisième passion, je dirais. Foodie. Ah ouais, I'm such a foodie. Such a foodie. J'adore la nourriture, mais pas n'importe quelle nourriture. Disons que j'ai le palais fin. Ouais, mes amis le savent. Lorsqu'elles viennent à la maison, enfin, que je les reçois pour dîner, amène-moi jamais une bouteille de Gallo, je vais te tuer. Une bouteille de vin d'épicerie. Je suis vraiment... OK, c'est mon seul côté snob, c'est vraiment ça. Mais c'est mon seul côté. Mon seul. Je vous promets, je suis vraiment fine. Mais ça, c'est mon seul côté princesse, snob. C'est le côté foodie où j'aime vraiment explorer différentes gastronomies dans le monde. Je suis assez... J'aime dire que je suis précieuse dans le choix de mes aliments. Ça me dérange pas de dépenser pour du homard à 30$. Ça me dérange pas d'aller dans les... En fait, je suis souvent invitée dans les meilleurs restos à Montréal. Je pense aussi c'est ça, c'est le fait d'avoir fait la couverture tellement en gastronomie depuis les dernières années. Ça a développé en moi une passion autour de la nourriture. J'ai un énorme respect pour les agriculteurs. J'ai un énorme respect pour les gens qui font de notre table, de ce qu'on mange, quelque chose de bon. J'ai beaucoup de respect pour les artisans, pour les chefs. Alors, regarde pas mon souper presque parfait d'abord. Non, arrête! Je vais l'écouter. Pour les artisans, les chefs qui font briller la gastronomie d'ici, parce que je suis convaincue jusqu'à ce jour que Montréal offre la meilleure gastronomie au monde. Parce que Montréal, sa gastronomie, elle est multiculturelle. Tu veux de la bonne bouffe haïtienne? Trust me, tu vas le trouver. Tu veux de la bonne bouffe japonaise? Trust me, tu vas le trouver. C'est vrai. Tu veux de la bonne bouffe italienne? Trust me, tu vas le trouver. Montréal, on a de tout. Le multiculturel, c'est vrai. De tout et de très, très, très haute qualité. Alors, si tu vas en Italie, tu vas manger les meilleures pâtes au monde. Mais est-ce que tu vas trouver des bons sushis? Non. J'en doute. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça la différence. Alors, c'est pour ça que j'aime tant bien manger à Montréal. Je te dirais, c'est... T'es trois. C'est 8 à 3. Après ça, c'est la mode, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, là, j'ai vu que tu fais des photos différentes à différentes places, puis j'adore comment tu projettes tes affaires. Je suis comme, c'est nice. Pour moi, la mode, c'est juste un moyen d'expression. Je pense que le fait de maquillage mais tout ce qui est beauté et mode, pour moi, c'est ça vient de ma mère, là. Je pense que de génération en génération, ma grand-mère était coquette, ma mère est coquette, ma mère m'a transmis ça, puis probablement si un jour j'ai une fille, je vais lui transmettre.
ou un garçon, qu'importe, parce que pour nous aussi, c'est toujours bien important de bien paraître, Oui, d'être bien habillé, pour toutes les occasions, il y a une façon de s'habiller. Puis je trouve que les gens disent « Ouais, mais la mode, c'est cher. » Mais non. Il y a une façon de très, très bien s'habiller. C'est si tu as du style. C'est vrai. Ça dépend. Ça dépend as-tu où le tu vas. sens du style? Si t'as pas le sens, tu peux Si pas t'as pas le trouver. sens, ben, tout bad pour toi. C'est vrai que tu peux acheter du Prada, du Gucci à 3000 $ le morceau, mais t'as pas le style pour le porter, c'est dead. T'as foiré, là. Tu comprends? Mais si tu portes... moi, ça, c'est Zara, là, je veux dire, ça m'a coûté 20 $, 25 $ en spécial. Mais c'est de la façon dont tu le portes, puis comment tu te sens dans tes vêtements. C'est vrai. You look like $1 million with like a $50 outfit. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai. Puis j'aimerais ça parce que les auditrices, les jeunes qui écoutent cette émission-là, j'aimerais qu'ils comprennent que qu'est-ce que tu viens de dire, c'est important. Parce Mais que oui. dans la génération qui sont en ce moment, tout le monde est en train de faire des compétitions. Ah, moi, je vais mettre ça, je vais acheter des affaires de grandes marques. Mais il faut que tu comprennes, c'est comment tu magasines. T'as pas besoin d'acheter une paire de vêtements qui coûte 400 $. Non. Tu peux trouver quelque chose à 20 $, puis ça va faire l'affaire pour toi. Mais il y a des jeunes qui pensent que pour faire plaisir à leurs amis, ils vont aller plus Moi, haut. j'ai fait l'erreur de, quand j'étais jeune et j'avais pas de facture, de me payer back in the days une paire de jeans Diesel à l'époque. C'était vraiment, vraiment, vraiment trendy. Parasco, back in the days aussi, c'était très trendy. Ou Baby Fat. Bon, je vais y aller avec Qui Baby n'a Fat. pas été avec Baby Qui Fat? n'a pas été avec Baby Fat? Qui a pas été? Ou Johnny Blaze. Je me souviens, j'avais un hoodie Johnny Blaze qui Moi m'avait aussi. coûté à l'époque, écoute, je pense 200-300 $. Hey, ça, c'est dans les années 2000, là, je te parle d'il y a 20 ans. J'étais une ado. Yo, ça m'avait coûté 200 $, juste un hoodie. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est ça, c'est vintage. J'aimerais ça l'avoir encore, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le prix qui fait le style. Non, c'est comment tu C'est le vraiment portes. toi, comment tu le portes. C'est ton style à toi qui fait ton swag. C'est vrai. C'est Mais vraiment ça. Moi, là, j'ai 16 ans, 17 ans, quand je suis tombée enceinte avec Joshua, il fallait que j'arrête tous les styles parce que là, ma priorité, c'était vers Josh. Alors, je pouvais pas m'acheter. J'ai dit, je vais acheter une paire de souliers qui coûte 300 $. Mais non, Non. est-ce que j'ai du lait à la maison? Est-ce que j'ai des Oui, skis à la c'est maison? ça. Alors, tu sais, ta mentalité est plus Change. la même. Ta Mais mentalité change, ouais. Totalement change. Ouais. Mais, oh my God, c'est le fun. T'as ramené le passé, là, John Blaze. Johnny Blaze, Baby Fat, Fubu, Apple Bottom, yo, ça se donnait là, dans les magasins de hip-hop où les lignes de nos artistes préférés Non, étaient partout, là, tu te souviens? Mais c'était très, 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 très cher. Aujourd'hui, Baby Fat, je veux dire... Mais comment tu aimes ça en étant dans les réseaux sociaux? Est-ce que tu trouves ça dur? Est-ce que tu trouves ça dur des fois que les gens t'écrivent et t'es pas capable de leur répondre? Ou... Parce que j'ai comme envoyé un message à des différentes personnes puis ils m'ont dit j'ai dit je vais rencontrer Anne Lovely. Demande-y comme question comment qu'elle fait parce que tu sais t'as beaucoup de messages, tu reçois beaucoup de messages. Comment tu fais pour passer à travers chaque message? Est-ce que tu les lis les messages? Ou c'est ton agent qui les lit? Non, moi je préfère les lire moi-même. Mon agent m'a demandé est-ce que tu veux Anne Lovely que je m'occupe de tes médias sociaux. J'ai dit non, là, je vais prendre le contrôle de mes médias sociaux, mais je t'avoue que des fois, je trouve ça Lourd. overwhelming. Yeah. Je trouve que c'est beaucoup de... Je fais tellement de bilinguisme, mais je trouve ça très time-consuming. Ça me prend énormément de temps. Et en fait, c'est que les médias sociaux m'obligent à laisser tomber d'autres choses que je pourrais faire dans ma vraie vie et passer du temps beaucoup en ligne. OK. Puis des fois, je m'en veux pour ça parce que je me dis, hey, je pourrais être en train de faire du ménage, je pourrais être en train d'avoir une conversation avec ma sœur, je pourrais être en train de laver mon bain, que ça fait une semaine qu'il a besoin d'être lavé. Je pourrais être en train de continuer à écrire un de mes projets que je suis en train d'écrire. Tu sais, mais non, je passe du temps à répondre à des gens sur mes réseaux sociaux. Tu sais, il y a comme cette espèce de dualité en moi où d'un côté, je suis comme non, c'est important pour moi d'avoir cette proximité-là avec ma communauté en ligne. Puis il y a un autre côté de moi qui me dit « Ouais, mais Anne Lovely, tu pourrais tellement faire
beaucoup d'autres choses plus tangibles. Tu pourrais être dans l'action plus que d'être juste toujours sur ton téléphone. Tu comprends? Oui, je comprends. Fait que je suis vraiment déchirée. Il y a toujours ces deux côtés-là. J'essaie de trouver un équilibre. Est-ce que j'ai trouvé? Pas du tout. En 2022, je me suis promise de me faire un horaire, c'est-à-dire un calendrier de mes réseaux sociaux. OK. Pour être capable de répondre à presque tout le monde. De répondre à tout le monde, bonne idée. Mais aussi d'être plus constante dans mes interventions pour lesquelles, de ce que je veux faire. La clé des réseaux sociaux, c'est les gens me demandent « Mais comment tu fais pour augmenter tes abonnés? » Blablabla. Mais la clé, c'est la consistance, c'est d'être toujours là, toujours à la même heure. Toujours parler des mêmes sujets. En fait, pas des mêmes sujets, mais autour des mêmes sujets. Moi, je pense que ce que mes abonnés aiment, c'est que j'aborde tout ce qui est par rapport à la diversité de la femme, la santé de la femme, tout ce qui est par rapport journalistiquement parlant de l'actualité. Je pense que c'est pour ça que les gens s'abonnent à moi. Non, c'est bien. C'est sûr que j'ai des trucs de mode, j'ai des trucs beauté, etc., puis les filles, les femmes qui me suivent sur les réseaux sociaux adorent ça, mais je pense que l'essence même, le core, c'est vraiment autour de l'activisme, autour de la voix que je porte. Je pense que c'est ça, tu sais. Oui, je pense aussi parce que tu as un impact positif aussi. Ouais, c'est ça. Tu es très positif, alors tu sais, le positif attire, attracts people, ça c'est tout à fait normal. C'est ça, alors je pense que d'avoir cette consistance, d'être toujours, tu sais, je veux commencer vraiment à faire des IG live avec des gens importants, tu sais, de le faire une fois semaine malgré mon horaire, j'aimerais vraiment ça le faire. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont, à un moment donné, j'ai abordé, c'est tellement nono, mais il y a une fille qui a parlé de comment se laver la vulve. Mais c'est comme nos parents, en tout cas, chez les mères haïtiennes, on nous montre comment faire notre toilette de bain. Et chez les Africains aussi, chez les Antillais aussi, chez beaucoup de communautés noires, les mamans nous montrent comment faire notre toilette de bain. Mais moi, j'ai reposté ce truc, puis les gens étaient comme... J'ai tellement eu de témoignages. « Oh my God, ma mère m'a demandé... » Même les hommes ont embarqué. Oh, je me souviens quand ma grand-mère disait à ma soeur, « À laver... » Tu sais, tu comprends comme... Il y a quelque chose de tellement culturel, puis même les personnes blanches qui me suivent sont comme « Ah, c'est super intéressant. » Parce que nous, on n'a pas cette culture-là. Nous, nos mères nous ont pas dit, OK, d'aller de l'avant vers l'arrière ou tout ce qui est autour de la santé de la femme. Mais tu vois, j'aurais pu faire un IG live là-dessus avec une gynécologue ou avec, tu sais, avec une doula ou, tu sais, tu comprends, c'est le genre de choses que... Mais oui, c'est le genre de choses que je pense que des jeunes jusqu'aux moins jeunes, c'est des sujets qu'on aborde moins dans les médias traditionnels et qu'on aborde beaucoup plus dans les nouveaux médias, puis d'avoir moi comme qui peut en parler, parce que c'est l'avantage que j'ai, c'est d'être issue d'une communauté immigrante, mais aussi d'avoir grandi avec la société d'accueil et qui comprend aussi la curiosité de la société d'accueil, des gens issus de la société d'accueil, et d'avoir cette discussion-là pour nous réunir, plutôt que nous diviser. Puis je pense que c'est ça ma force. Donc voilà, c'est ça mon but en 2022, de me faire un calendrier puis d'être consistante dans mes interventions. C'est difficile de toujours faire des stories, de poster, mais je suis très consciente de la chance que j'ai d'avoir une plateforme comme la mienne. Puis je salue tous mes confrères et consoeurs des réseaux sociaux qui le font et qui le font bien et qui le font pour les bonnes raisons. C'est bien. Je leur dis bravo. Non, félicitations à toi aussi, parce que tu sais, qu'est-ce que tu projettes, c'est très positif, puis il y a beaucoup de jeunes qui te suivent, il y a beaucoup de jeunes qui sont enlightened par ce que tu fais dans les réseaux sociaux. Alors, pour te vrai, chapeau. Je vous dis merci, vraiment beaucoup. En tout cas, j'espère que mes abonnés de Diamant Bleu puis le monde qui écoute cette émission-là va comprendre comment c'est tellement important d'en parler, la santé mentale, tu sais, de voir qu'à travers la belle journaliste Anne Lovely, elle aussi, elle a passé à travers, puis elle aussi, elle vit des moments difficiles. C'est pas tout le temps parfait dans sa vie, c'est pas tout le temps rose ou bien... Non. Tu sais, c'est ça que le monde doit comprendre, que oui, nous, on est des êtres humains, oui, on vit des moments difficiles, c'est correct de tomber, c'est correct de se relever, puis il faut en parler, puis
faut tenir la main de n'importe quel ami que tu as. C'est le temps de demander à ton ami, écoute, tel, ben, j'aurais besoin de ton aide. Ou bien, Absolument. tu sais, Joe ou bien Juliette, j'aurais besoin de ta Absolument. main. Parce que si on n'en parle pas, comment vous voulez qu'on vous aide? Comment que vous voulez que quelqu'un vous attend? Puis il y en a qui souffrent beaucoup en silence. Puis c'est ça qui est différent parce que moi, je l'ai souffert beaucoup en silence, puis j'en parlais pas. Puis c'est maintenant que je me relève et tout, mais je suis pas la seule dans tout ça. Alors, si vous souffrez, puis vous avez entendu ce beau témoignage d'Anne Lovely, c'est le temps d'en parler. Allez-y. C'est le temps. T'as-tu quelque chose à dire avant qu'on ait... J'aurais juste le goût de vous dire il y a personne de parfait. C'est vrai. Puis j'ai un côté très, très, très spirituel que je pense que la plupart des gens... Je pense que les gens ont une petite idée, là. Mes abonnés ont une petite idée parce que souvent, je vais envoyer sur mes réseaux sociaux qu'est-ce que l'univers a à vous dire aujourd'hui. Je dis souvent ça dans mes stories. Mais mon petit côté spirituel me dit qu'il faut prendre soin de nous. Prendre soin de nous, c'est un tout. C'est vrai. OK? C'est le physique, c'est le mental et c'est le spirituel aussi. Puis souvent, les gens ont balancé de la main le côté spirituel. Mais quand je dis spirituel, c'est pas, c'est pas religieux. Non. Les gens confondent souvent la spiritualité et la religion. C'est vrai. La spiritualité, pour moi, c'est d'être capable de rentrer dans moi et de dire, OK, comment je peux être une meilleure personne? Simplement. Tu sais? Comment je peux envoyer de l'amour? Parce que on vit, hein, ici, on est tous ensemble ici. Puis c'est d'être aimé en quelque part. C'est vrai. On cherche toute l'approbation d'être accepté. d'autrui, d'être accepté. C'est vrai. Puis le monde ne savent pas. Non, mais monde il n'y a pas un être humain qui vient au monde, OK, qui se dit « Ah, moi, ça me tente pas d'être aimé. » Il y a personne. Il y a personne. Personne. Et les êtres humains qui ont des grosses blessures et qui souvent que ça amène des fois à des problèmes de santé mentale, etc., c'est parce qu'ils ont beaucoup de manqué d'amour. C'est vrai. Ça part de l'enfance, souvent. Puis c'est de se guérir, parce que c'est ça, la spiritualité. C'est de se guérir de toutes ces blessures, de ce que les autres nous ont fait aussi. Donc, prenez soin de vous, spirituellement, mentalement, physiquement. Parce que l'un va avec l'autre. C'est vrai. Puis quand on dit une maladie, c'est que le mal a dit quelque chose. Puis et ça reflète physiquement. Donc voilà, prenez soin de vous. Ouais, qu'est-ce que je peux dire, c'est que je vais terminer avec j'ai tellement aimé t'avoir dans mon émission aujourd'hui. Merci, puis Nada. Je te remercie tellement de faire ce témoignage-là parce que c'est vraiment important pour moi que le monde comprenne. Des fois, se faire rejeter, comme si tu es un enfant ou tu es jeune, puis tu t'es fait rejeter comme moi. Des fois, je me suis fait rejeter par plusieurs fois par ma famille, mais il faut pas lâcher prise. Moi, au début, je voulais lâcher prise, mais lâcher prise va pas régler la situation. Il faut en parler. Alors, si tu te sens comme si tu es toute seule, puis tu n'as pas personne à parler, parle-en. C'est tellement important. Puis il faut que vous compreniez que le Diamant Bleu ou n'importe quelle autre personne, on est toutes là pour vous écouter. C'est pas facile, mais il faut se relever. En tout cas, merci. Merci à toi, Nadia. Au revoir, mes amis des abonnés, puis on se parle bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye.